Feynman, c'est vraiment... c'est absurde, quoi, parce que j'ai fait vraiment 3 ans de conservatoire national, 5 ans de comédie française, et le rôle dont on me parle le plus, c'est littéralement Feynman. Ouais. Vraiment, dans les hôtels, maintenant, c'est carrément les gens mettent mon nom, c'est Feynman, ils me mettent des photos, des fanarts de Feynman. J'ai eu ça 2 fois dans un hôtel à Nice et un hôtel à Paris, avec marqué « Bienvenue Feynman », avec un petit cadre avec Feynman dedans. Pierre Ninet avec nous dans Popcorn. Salut, ça va quoi? Ça va bien. Bienvenue. Messieurs, dames. Bienvenue Pierre, honnêtement c'est un plaisir de t'avoir. Et désolé pour le retard. Bah c'est une honte. Voilà, ni plus ni moins. Ni plus ni moins qu'un scandale d'État. Ça va, tu vas bien? Très bien. Ouais. Très bien. Très bas ce siège par rapport au tien. Tu peux le monter. Hein. Allez, avec plaisir. C'est une humiliation en plus, un scandale. C'est-à-dire que vraiment, ça s'enchaîne. Hein. T'es pas obligé de descendre non plus. Non, et pour nous aussi, c'est dur. Quand Pierre rentre dans une pièce, on devient tout de suite un peu moins cool. Ah, bah déjà, je sais pas si t'as remarqué, ils sont la pêche. Ouais, tu sens bon. Bien là sûr. Où nous, on a baigné dans notre C'était donc vrai les rumeurs sur ton odeur? C'est totalement vrai. Incroyable. Pierre, si je te dis Twitch, c'est quoi le premier truc qui te vient en tête Qu'est-ce que je fous là? Oh, bien. Parfait. Non, en vrai, non, c'est pas vrai. En vrai, curiosité, parce que, évidemment, j'en entends parler depuis longtemps. J'ai jamais vraiment mis les pieds sur Twitch. Un peu eu envie de le faire ces derniers temps. Ouais. Voilà, moi je suis un auditeur assidu du Floodcast où ils en parlent aussi, ils invitent des gens qui Twitch et tout, donc curiosité qui m'a amené à être ici aujourd'hui. Bah, génial, honnêtement, t'es le bienvenu, merci encore parce que ça fait juste trop plaisir. J'avais vu niveau gaming, parce que c'est vrai que Twitch c'est pas que du gaming, mais c'est quand même un peu la base. Gaming, ça joue un peu, pas trop? Ça jouait, pas mal. Moi, j'avais une salle de réseau qui a ouvert vraiment en bas de chez moi. Ça a été catastrophique pour mes études pendant 2-3 ans, jusqu'à ce que, heureusement, ils fassent faillite, Dieu bénisse, et qu'ils s'en aillent. Non, mais donc pas mal de Diablo, Warcraft 3... Ah oui, t'as une base. C'est pas les jeux, c'est les jeux de squatters, ça. Ouais. Warcraft, j'ai bien saigné. Ouais. Ah ouais, j'avais vu un petit tweet à l'époque en 2020, ça m'avait fait rire, le truc sur Mario Kart là, que t'avais mis quand quelqu'un a dit toujours pas reçu de mail de Pierre Ninet. Il joue à quoi? Mario Kart. Mario Kart, principalement. Oui, c'est vrai. Nintendo 64, ça a été... Au final, mais je savais pas du tout. C'est vrai que là, récemment, on t'a vu, toi, quand même sur beaucoup de succès en tant qu'acteur. J'imagine qu'il y a aussi pas mal de films qui s'étaient tournés avant le Covid, du coup, qui ont été diffusés en 2021. Boîte Noire, Sauvé au péril, moi, que j'avais pas vu, OSS 117. Là, plus récemment, il y a eu Goliath, qui était sorti. C'est vrai que c'était un peu une première où on avait l'impression de te découvrir dans un nouveau rôle, justement un peu plus méchant. Est-ce que c'était aussi une envie de ton côté, tu vois, de... J'adore les antagonistes au cinéma. Je trouve que c'est des personnages, quand ils sont bien construits, ça fait tout l'intérêt du film. D'ailleurs, moi je trouve que Avengers récemment, par exemple, avec Thanos, ils ont retrouvé un peu un souffle parce qu'il y avait un méchant qui a une thèse qui, quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, qui se défendrait presque, de se dire le hasard fait que tu sauves la planète entière. Donc je trouve que des bons antagonistes dans des films, en règle générale, dans les James Bond évidemment et tout, on pense toujours à ces méchants-là, mais quand c'est solide et que c'est argumenté leur thèse et que c'est bien écrit, c'est cool. Et là, c'est un méchant, si on veut, mais c'est surtout un vrai métier, lobbyiste, des gens qui défendent des intérêts de sociétés privées. Donc c'était vraiment c'était passionnant de me dire qu'est-ce que c'est le métier de ce gars-là, de défendre là en l'occurrence dans le film je défends des pesticides. Donc comment on défend ça, c'est quoi ton quotidien, comment tu vis, combien t'es payé. Ça a été une envie de justement jouer un antagoniste mais d'attendre le bon rôle quoi. C'est ça où tu t'es dit que tu avais aussi envie de jouer d'autres trucs et pas avoir une étiquette, je sais pas, par rapport au public par exemple. Ouais, je pense après un peu comme tout le monde, on a un peu, c'est un truc assez humain, on a toujours un peu envie de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on n'a pas eu récemment. Donc quand je fais de la comédie, j'ai hâte de refaire du drame. Quand je fais du théâtre, j'ai hâte de refaire du cinéma. Donc ça circule un peu comme ça. Donc c'est vrai que j'avais fait quelques rôles un peu de héros, un peu iconiques, Romain Gary, Yves Saint-Laurent et tout. Là, quand il m'a proposé ce film, le réalisateur, en fait, il m'avait proposé le rôle de l'activiste en fait, que Emmanuel Berco fait à l'arrivée dans le film, dans Goliath. Et moi, j'ai flashé tout de suite sur ce rôle du lobbyiste en me disant ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Et surtout, je trouve que humainement, moralement, les questions que ça pose de défendre des pesticides, je trouve ça vraiment passionnant de me dire comment tu vis avec ça, que c'est ta vie de famille à côté de ça. Et donc c'est un peu... j'avais vraiment flashé sur le rôle, Tu t'es plongé là-dedans, du coup, pour tout comprendre. T'avais une question, Thomas, je crois pas. Non, je voulais juste situer pour les gens qui n'ont pas vu le film. Donc, effectivement, il y a Emmanuel Berco qui a un enfant qui souffre de cette histoire de pesticides. Du coup, elle est obligée de se battre. Donc, toi, c'est le rôle que tu avais à la base. Mais je voulais te demander, justement, par rapport à ça, est-ce que c'est jouissif pour toi de dire... Parce que là, tu dis l'inverse de ce que tu penses dans ce film, finalement. Est-ce que c'est jouissif pour toi de le faire ça? Un peu. Tu pourrais pas le tweeter, ce que tu dis. Non, je le ferai pas, mais
Ce que je trouve intéressant, c'est d'aller chercher des arguments qui sont forts du côté même, des gens avec qui je suis pas d'accord, mais qui ont des arguments forts. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas plus scandalisé par ce qui se passe. Moi, en grande partie, par exemple, effectivement, sur le sujet des pesticides, je les trouve super habiles, quoi. Je trouve qu'ils ont réussi à faire une com hyper maîtrisée, hyper forte. Chaque fois que je dis à quelqu'un, mais t'as les moyens de peut-être manger avec moins de pesticides, pourquoi tu le fais pas? Ou même pour tes enfants, les gens, ils répondent souvent, ouais, non, mais en fait, le bio, c'est aussi une arnaque et tout. Je dis, mais d'où, en fait, de quoi? Et en fait, on se rend compte que c'est aussi des lobbies qui travaillent à nous mettre des idées dans la tête et dans la bouche, et que c'est des trucs qui sont très viraux, quoi. Donc, ce métier de communicant et de communication, il est super fort. Oui, c'est un peu à l'opposé de ce que je pense, mais c'est ça que je trouve passionnant, c'est de aussi défendre des personnages avec lesquels on n'est pas d'accord et d'essayer de les défendre le mieux possible quand même. Et pour préparer le rôle, par exemple, genre tu as rencontré des lobbyistes, etc. Parce que j'imagine, tu peux pas bonjour, je vais faire un film, je voulais savoir, ça dit quoi? Ouais, comment ça dit rien a priori. C'est que ça dit qu'ils voulaient pas me parler du tout. Donc au début, je me suis dit, je vais vraiment galérer. Ça va être la première fois, parce que j'aime bien sur les films pouvoir documenter en rencontrant les gens. J'avais fait effectivement Sauver ou périr avec le même réalisateur où j'avais passé du temps en caserne avec les pompiers. C'était un film qui parlait de ça. Et là, je me suis dit, merde, je vais pas réussir à parler à des lobbyistes avant de commencer à tourner. Et finalement, j'ai trouvé 2 lobbyistes qui avaient un parcours un peu atypique. C'est qu'avant, ils travaillaient pour les pesticides et le tabac. Okay. Et en fait, après, ils étaient passés, maintenant, ils travaillaient dans le public. Donc, ils étaient un peu, je sais pas comment dire, repentis. Leur vieille carrière, donc on peut se permettre de lâcher un petit peu. Ils lâchaient des trucs. Après, ils n'ont pas voulu que je les cite ni rien, mais au moins, j'avais du concret sur c'est quoi ce métier aujourd'hui de lobbyiste et comment on le fait. Ouais, des infos de l'intérieur, quoi. Ouais. Plus récemment aussi, enfin pas vraiment plus récemment parce que ça commence à dater, mais un peu plus en lien avec Internet, forcément avec McFly et Carlito, il y a eu la carrière de Feuilleman qui est en train de se lancer. On a vu récemment, là justement ça date d'il y a un mois je crois, un truc comme ça, avec Flaubert, tu parlais du Floodcast, avec McFly et Carlito justement, ça dit quoi? Ça a commencé à écrire Complètement, ouais, c'est une photo d'une tentative de réunion d'écriture. Tentative. Ça a l'air d'être sérieux. C'est simple, à chaque fois que je les vois, je suis épuisé. C'est-à-dire, je sors, mais je suis rincé, quoi. Mais on rigole bien. Feuilleman, c'est vraiment... c'est absurde, quoi, parce que j'ai fait vraiment 3 ans de conservatoire national, 5 ans de comédie française, et le rôle dont on parle le plus, c'est littéralement Feuilleman. Ouais. Vraiment, dans les hôtels, maintenant, c'est carrément les gens mettent mon nom, c'est Feuilleman, ils me mettent des photos, des fanarts de Feuilleman. J'ai eu ça 2 fois dans un hôtel à Nice et un hôtel à Paris, avec marqué « Bienvenue Feuilleman » avec un petit cadre avec Feuilleman dedans. Tu es Feuilleman pour les gens, quoi. Ouais, je suis Feuilleman. Les 2 rôles dont on parle le plus, quasiment, j'exagère un peu, mais ça me fait rire, donc c'est Feuilleman et c'est quand j'ai doublé une fourchette dans Toy Story. C'est pour te dire vraiment que tu te dis, en fait, tout ça. Tu te sens valorisé. C'est ça que les gens ont retenu. Ils retiennent ça, mais on rigole beaucoup avec McFly et Carlito et on a pour projet de faire quelque chose avec Feuilleman, c'est en train de grandir, si je puis dire, de pousser si j'étais très lourd. Et je le suis. Parce que toi, c'est presque... Ok, c'est Feuilleman, là-bas, c'est une vanne, mais toi, tu as un rapport à la comédie qui est quand même très fort. Je veux dire, si tu aimes bien aller faire des feats sur YouTube, c'est nécessairement c'est que ça te travaille beaucoup. Et je t'ai déjà beaucoup entendu dire dans les interviews, c'est pas parce que moi, je viens du stand-up et tu as comparé pas mal la prise de risque de faire une comédie française versus la prise de risque de faire un drame, en disant que le drame... ça suscite forcément une émotion chez le spectateur qui peut être très variée. Alors que la comédie, si tu suscites pas le rire, normalement, c'est que tu t'es trompé. Et toi qui veux faire un film, tu t'en caches pas. Là, participer à l'écriture de quelque chose d'aussi comique, quelque part, même si c'est un peu une connerie à la base, ça te fait grave plaisir, non? Ah, carrément. Et puis j'adore... j'adore quand les ricains se sont emparés de sujets comme Dodgeball, La balle aux prisonniers ou Anchorman et qui font des films complètement absurdes, complètement pétés du casque et tout. Moi, j'adore. Donc, avec Feuilleman, c'est vraiment ça qu'on vise, mais en même temps, on espère faire un truc, si on fait un truc, avec une vraie ambition et tout. Mais moi, j'adore la comédie. J'ai commencé par ça au théâtre, vraiment. C'est mes premiers amours, quoi, la comédie. Et oui, ce que je dis, c'est que souvent, ça a un peu mauvaise réputation en France, peut-être parce qu'on écrit les scénarios trop rapidement et avec pas assez d'ambition dans l'écriture. Et après, je trouve que la réception des comédies, en règle générale, dans les cercles de cinéphiles, les médias et tout, en général, donne pas forcément peut-être envie aussi. Et je m'interroge, j'ai pas la réponse, mais à des jeunes réalisateurs aujourd'hui, de se tourner vraiment, franchement, vers la comédie. Quand tu sors d'une école comme la Fémis ou quoi,
je pense que naturellement, tu es un peu peut-être orienté vers le drame parce que tu as l'impression qu'il y a les récompenses, il y a les Césars, il y a les festivals. Alors, le Festival de Cannes s'ouvre doucement à de la comédie, mais c'est vraiment timide. Ouais. Et du coup, parfois, je trouve ça dommage parce que, effectivement, je trouve que la prise de risque est vraiment énorme quand tu décides de faire rire un public. Et je trouve que McFly et Carlito, ils sont vraiment créatifs et qu'ils font plein de trucs chambés. Et puis, en vrai, moi, la question se pose pas. Je suis allé chez eux parce que je regarde leurs vidéos et que ça me fait, et qu'il y en a plein qui me font rire et que quand ça fasse bien avec des gens et que le courant passe comme ça, je trouve que pour moi, c'est comme une drogue, quoi. J'adore ça, quoi. J'adore ça. Donc ça va sortir, en tout cas. Feynman va sûrement y avoir quelque chose, mais je veux pas. Au pire je veux pas sur trop YouTube, au m'avancer. mieux sur Netflix. on verra. Ou l'entre-deux. On est pile. Franchement, j'étais au téléphone avec eux il y a 1 heure. On est pile en train de parler de ce genre de choses et d'autres surprises. De qu'est-ce que ça va donner et tout. En tout cas, c'était super intéressant parce que c'est vrai que j'imagine, je suis pas un expert cinéma, mais c'est vrai qu'il y a un peu l'impression de l'extérieur de si tu vas sur de la comédie, soit tu peux toucher le grand public, mais du coup un peu tous les experts, tous ces cercles, etc. Ils vont te pas te détester, mais te juger. Et si tu te loupes dans la comédie, ça a l'air d'être fini, quoi. Parce que vraiment, on avait eu un challenger récemment qui nous avait parlé des affiches de cinéma, justement, avec les choix de couleurs, du bleu, du jaune, etc. Et c'est vrai que c'était intéressant, c'était passionnant. N'hésitez pas à regarder, voilà, si jamais. Tu parlais tout à l'heure d'Avengers. J'avais entendu l'anecdote, justement, sur Spider-Man, avec le casting, comme quoi tu avais failli le faire et tout. Est-ce que, à ton niveau un peu de popularité, où c'est vrai que ça fait que grimper, et ça a l'air de super bien se passer à raison, un jour, le délire Hollywood, par exemple, ça t'intéresse, c'est un truc qui, toi, te rebute et tu as envie de, comme disait Thomas, de créer des choses en France, quoi? Alors, créer des choses en France, c'est sûr. Moi, je viens de monter ma boîte de production et je commence à produire des trucs, donc je suis super content. Produire, écrire, parfois juste produire, parfois jouer dedans, parfois pas jouer dedans, mais je suis content de commencer des projets un peu plus en amont, quoi, avec des auteurs et tout. Et les États-Unis, écoute, j'y suis allé 2-3 fois parce que j'ai des agents là-bas. Et le truc, c'est que très souvent, pour le moment en tout cas, ils n'ont pas besoin de moi en fait. C'est que j'ai la chance en France qu'on me propose des comédies, des thrillers, maintenant de la science-fiction un peu aussi. Si je vais aux États-Unis, non seulement je recommence tout, même pas à zéro, je recommence à moins 10. Tu forces ta place, quoi. Ouais, tu as été vu avec Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent, ça a été vu un peu là-bas. Ouais. T'as eu une récompense, non? Non, pas là-bas. Mais par contre, on était bien distribués là-bas, donc je suis allé présenter le film et c'était parmi les plus belles expériences de ma vie. New York, Los Angeles pour présenter le film, c'était hors du temps et c'était génial. Mais très vite, tu réalises que ils ont Andrew Garfield, Paul Dano, enfin je sais pas, tu vois des mecs dans ma tranche d'âge qui sont ils sont déjà très fournis, talentueux. Tu dis j'ai pas. Alors souvent en fait, c'est des rôles de Frenchies, d'Européens qui reviennent, qui sont pour le moment un peu réducteurs la plupart du temps. Donc j'avoue, j'ai plus la force que j'avais à 20 piges quand j'y suis allé la première fois de me dire je vais tout je défoncer, vais faire tous les general meetings là-bas, c'est-à-dire tu traverses Los Angeles dans tous les sens. Tu fais 4 heures de bagnole à chaque fois parce qu'il y a je vais le convaincre de ouf, pour aller voir un gars qui te dit j'ai pas vu ton film mais so great to meet you, it's amazing, you are amazing, alors qu'il a vraiment rien vu de what. Et ça, au bout de 2-3 fois à Los Angeles, j'ai fait genre allez stop, j'arrête les general meetings. S'il y a un projet un jour, il viendra. Sinon moi je l'emmènerai peut-être un remake ou un truc aux États-Unis, mais j'ai pas envie de courir le casting là-bas. Ouais, tu te fermes pas la porte, mais t'attends qu'on te propose un truc intéressant. Tu parlais de Los Angeles, un peu indirectement, là, t'y es même, puisque tu prêtes ta voix, donc, du coup, dans les Bad Guys, film d'animation donc, qui sort demain. T'es Monsieur Lou. Comment est-ce que tu peux nous pitcher un peu le film pour ceux qui n'ont pas encore vu la bande-annonce? Franchement, déjà c'est un bête de film d'animation. J'ai eu vraiment de la chance avec les voix parce que j'ai fait un Pixar qui était Vice Versa, qui franchement un film que j'adore et que je conseille à tout le monde de le montrer. Tu doubles peur, à leurs enfants. Ouais, je double la peur et Gilles Lelouch faisait la colère. Voilà, il y avait un beau casting. Et puis après j'ai fait Toy Story, donc c'était un rêve de gosse aussi. Et là c'était celui-là où la première fois que je suis allé le voir, je me disais Bad Guys, bon, on va voir et tout. Et le film est vraiment même niveau, enfin en termes d'écriture, c'est vraiment j'ai pris une claque. Sur la thématique des préjugés, c'est super fort. En fait, c'est une bande de braqueurs qui sont un peu catalogués comme étant des bad guys parce que c'est un loup, un serpent, une mygale, un requin. Donc forcément, on se dit un peu... bon voilà, c'est un peu des rebuts de la société. Et en fait, le film raconte comment, pour une énième arnaque, ils vont essayer de se faire passer pour des gentils et peut-être y prendre goût petit à petit. Et que ça va évidemment créer plein de mésaventures et splitter un peu le groupe. Donc en gros, c'est ça, mais
C'est hyper drôle, hyper bien écrit. Et aussi en anime, c'est vraiment fort. Il y a, en graphisme, ça se voit, ça claque là dans le chat, ça disait ça. Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça. Quoi. C'est vraiment c'est entre le manga, le cartoon, il y a un côté rétro tout en étant très moderne. Il y a cette scène de baston là. Il y a une scène de baston, je veux pas spoiler, mais elle est extraordinaire. Quoi. C'est vraiment, ça flirte avec le manga et en même temps, ça n'en est pas vraiment. C'est trop cool. J'ai vu, c'est un réalisateur français, c'est Pierre Périfel. Et j'ai vu que même dans l'animation, je crois que c'est la première fois qu'il y a un réalisateur français qui a la tête. Parce que c'est un studio américain, je crois que c'est DreamWorks. Ouais, c'est DreamWorks, donc grosse fierté en plus d'avoir on est chaud. un français. Franchement, en anime, en jeu vidéo et tout, on est très chaud. Ça fait plaisir, en vrai. Et est-ce que toi, justement, par rapport à ça, ce truc où tu as quelques expériences de doublage, ça te permet aussi de tester d'autres choses, de peut-être te lâcher un peu plus, parce qu'il n'y a pas la caméra, de peut-être un peu plus en danger, je sais pas. Ouais, tu peux. En doublage, c'est vrai que tu peux pousser un peu les faders un peu plus loin, des endroits où tu n'irais pas sur un plateau de cinéma classique. Donc il y a un kiff de faire ça, c'est sûr. Quand tu joues un loup, qui est un espèce de braqueur de banque, et que ton meilleur pote c'est un serpent, t'as pas tous les jours ça à jouer, dans des films plus classiques. Donc non, c'est pour ça, c'est vraiment cool. Après, il faut se réapproprier. En vrai aussi, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est un doublage d'un film d'animation purement français. Parce que dans ce cas, tu fais la création de la voix. Ouais. Et là, tu joues et après, ils font l'anime sur ta voix. Donc d'abord, tu joues avec les autres acteurs, tu peux parler en même temps, tu peux, voilà. Donc il y a une zone de liberté encore plus grande. C'est ce que les voix américaines ont fait dans ce film-là. Et parce que là, j'aimerais bien faire un jour. Nous, on se cale sur ce que l'américain a déjà proposé. Tu peux un peu impro, mais très léger. Tu peux faire. Si on réadapte quand même, parce que pour que ce soit vraiment drôle en français, on propose des choses. Ça arrive souvent de dire là, je trouve que ce serait plus punchy de dire tel mot. Alors, est-ce que ça passe sur la labiale? Faut regarder. Mais donc, il y a un travail de transposition, il y a un travail d'interprétation, évidemment. Donc, tout ça est fun. Mais un jour, j'aimerais bien faire la création vraiment d'un perso. Intéressant. Du coup, ça veut dire qu'il y a des Pixar que tu as vus méga longtemps avant tout le monde. Et ça, tu le gères comment? Tu as le droit d'en parler ou tu peux pas du tout en parler? Non, on a des NDA, Non-Disclosure Agreements. Sur celui-là, j'en avais un, sur les Pixar aussi. Et donc, du coup, tu n'as pas du tout le droit d'en parler. Et d'ailleurs, sur ces trucs-là, la première fois, quand j'ai commencé à faire du doublage, je doublais un film et j'avais dit, waouh, il y a un bon niveau de sécurité quand même sur le truc, parce qu'il y avait un gars qui accompagnait la bobine du film, il n'y en avait qu'une qui circulait en France à ce moment-là, pour doubler, pour ensuite la renvoyer. Enfin bref, c'était tout un délire. Et à l'époque, je me rappelle qu'il m'avait dit, non mais sur Batman, Marion Cotillard a dû se doubler en français. Et apparemment, c'était dans un fourgon blindé avec des gars armés comme une banque, quoi, la seule copie, le seul DCP de Batman. Ouais. Le truc arrive dans les studios, genre comme si c'était un camion de la Brinks, quoi, genre avec les gars qui sortent gilet pare-balles et tout. Ils sortent la copie, ils la font rentrer. Et apparemment, il faudra demander à Marion si c'est vrai, mais j'ai pas eu l'occasion de lui en parler, mais apparemment, elle doublait avec... littéralement genre tout le film noir avec juste genre sa bouche et parfois un tout petit peu de son visage, mais c'est tout. Et genre le reste, elle avait sa rythmo qui passait, c'est-à-dire le texte qu'elle doit dire qui passe devant la barre, tu dois le dire pile au moment où ça passe devant la barre. Et elle voyait genre un bout de son visage. Et apparemment, les acteurs étaient là, mais on comprend même pas ce qu'on double, quoi. Genre, c'est quoi la situation? Ceux qui n'étaient pas sur le plateau, d'autres qui doublaient en français. C'est incroyable, ça. Donc il y a des niveaux de sécurité encore plus fous parfois. Et nous, on travaille sur des copies de travail aussi qui sont pas hyper clean, où tu vois pas encore bien. Tu redécouvres le clip quand il sort, alors. Là, je l'ai vu il y a 3 jours, vraiment fini. Fini, okay. Quand on a été acteur comme toi, t'as fait plein de rôles, maintenant t'as également produit, t'as fait du doublage, etc. Machin. T'arrives toujours de temps en temps à, par exemple, te poser devant une création et désactiver, juste apprécier, juste de manière un petit peu différente, tu te rends compte peut-être encore un peu plus de la performance qui a été réalisée, ou alors quand il y a un petit truc raté, tu le vois et le spectateur commun peut-être pas. Je pense que fatalement, quand tu travailles dans cette industrie, et puis moi, c'est une industrie qui me passionne, donc c'est vrai que même techniquement, il y a plein d'aspects qui m'intéressent. Je pense que forcément, j'ai la dent plus dure, ou en tout cas, je suis un peu parasité même par des trucs où je regarde où est-ce qu'ils ont choisi de couper ce plan, comment ils ont éclairé ce truc. Bon, voilà. Après, en vrai, ça m'empêche pas de surkiffer des films et surkiffer des séries, et quand c'est bien fait, au bout de 5 secondes, tu bascules dans le film et hop, tu penses plus à tout ça, quoi. Et mais c'est vrai que je pense pas que je puisse, que je profite autant qu'un spectateur lambda qui va au ciné et qui sait pas trop comment c'est fait et tout. Petite déformation pro, quoi. Ouais, normal. Normal. Moi, j'ai une petite question. Mais vas-y, Marie. Je me demandais, peut-être qu'au tout début de ta carrière, tu t'autorisais plein de choses. Est-ce que, en allant avec le temps, l'expérience et peut-être la raréfaction de ton temps et ton énergie, tu te refuses aussi certains rôles ou certains registres que tu estimes peut-être épuisés dans ton cas ou qui t'intéressent plus, tout simplement? C'est une bonne question. Non, quand j'ai des...
J'essaie de pas faire de redites, quoi, ça c'est sûr. Donc ça m'est arrivé de refuser des films, même qui sont des films que je trouvais bien sur le papier. Mais par contre, je crois pas avoir... En fait, si tu veux, ça serait mentir que de dire au début de ma carrière, je me permettais des trucs. En fait, au début de ta carrière, tu dis oui à tout ce qu'on te propose. En fait, quand tu réussis un casting, à moins que ce soit vraiment un film où tu es allé, mais à contre-cœur, et tu te poses la question jusqu'au dernier moment, généralement, tu fais les films qu'on te propose. Et c'est tout. Donc, le côté un poil plus sélectif ou stratégique, il arrive si tu es dans les chanceux 1% qui reçoivent des scénarios. Moi, je touche du bois, c'est ce qui m'arrive. Et je me sens hyper chanceux tous les jours. Mais ça fait que c'est un peu comme un nouveau métier qui commence aussi. C'est un métier où il faut que tu apprennes à dire non, que ça te crève pas le cœur, que si le film cartonne derrière, faut pas non plus que tu te retournes trop en arrière en disant merde, parce que c'est passé, c'est pas grave. Et donc, je sais pas, c'est un nouveau métier un peu. À partir du moment où tu as la chance, et que c'est vraiment une chance que ça marche, c'est un nouveau métier. Et c'est là que ça va compter. C'est une phrase d'agent connu qui dit qu'une carrière se construit encore plus sur les non que sur les oui, quoi, au bout d'un moment. Donc les non deviennent très importants en tout cas. Ce qui m'empêche pas, moi, d'essayer de rester créatif. Là, comme je disais, la comédie, quand j'ai gagné mon César sur Yves Saint Laurent, le film que je faisais juste après, que je sortais juste après, c'était Five. Et donc un film avec un gars qui chie sur un paillasson, un film de la weed. Et je me rappelle, j'étais allé chez Quotidien, et Quotidien, il m'avait dit après un César, on vous attend pas forcément dans un film comme ça. Pourquoi vous avez fait ça? Et ça serait mentir que de dire je voulais absolument faire ça après un César justement pour montrer. Non, la vérité, c'est que le planning était comme ça. Mais j'étais content quand même de dire ouais, mais je vais continuer à faire des conneries avec des potes et avec des gens que j'estime talentueux dans la comédie, à savoir Igor Gottesman, qui réalise aussi Family Business sur Netflix. Et là, on prépare une autre série qui est aussi de la comédie. Comme je disais tout à l'heure, je pense pas que ce soit stratégiquement le move forcément le plus intéressant, mais je sais pas si ça répond à ta question, c'est ce que j'ai envie de faire. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser dans de la comédie, d'essayer de livrer de la comédie bien écrite, de qualité. Donc non, j'ai essayé de pas réduire le champ de ce que je veux me permettre et tout, mais après, l'énergie, c'est un vrai truc. L'énergie, t'apprends effectivement à la distribuer un peu mieux, peut-être, au fur et à mesure. Dans le chat, ça a dit Docteur Juif dans la Flamme Masterclass. C'est vrai quoi, on t'a vu sur plein de passages par-ci par-là, c'est vrai qui montrent ton côté. Le casting, enfin tout que tu as créé. Et même justement, je pense avec McFly Carito, ça a permis aussi de se rendre compte que t'es un mec marrant, quoi. Enfin, t'es un mec marrant et du coup, ce que t'apportes sur Internet et tout, au-delà du cinéma, c'est juste toi comme ça dans la vraie vie, quoi. Mais très intéressant. Docteur Juif, c'est beaucoup d'impro, il faut le savoir. Ouais, franchement, ce qui reste à la fin, c'est 98% d'impro, je pense. Tu m'étonnes. C'est un autre style de jeu d'acteur, quoi. Ouais, c'est génial. Avec Jonathan, c'est un dieu en impro aussi. Donc, et là, on a fait une saison. T'es dans le flambeau, ouais. Dans le flambeau. Et pareil. Je dis parodie de Koh-Lanta pour ceux qui savent pas. C'est exactement. C'est une parodie de Koh-Lanta. Moi, je suis passé 2 jours, quoi, mais on est reparti en impro, pareil, voire le même pire. Rôle. Quoi. Il y aura le moment culte, quoi. J'ai le même rôle. Et clairement, on a commencé le première minute de tournage. Il est rentré, donc on devait dire du texte, quoi, qui était écrit. On avait notre texte et tout. Il est rentré et je suis allé pour lui serrer la main. Lui, il est allé pour me faire la bise. Et ça, c'est parti déjà sur une impro de genre 4 minutes de gars qui ne savent pas comment se dire bonjour. Et ça a donné le là pour toute l'équipe qui s'est dit ok, bon, on est en heure sup, on va finir à 2h du mat. C'est parti. Ah, c'est trop bien en vrai que ça existe. Mais c'est kiffant. Que ça soit une telle dose de talent présente sur le plateau. On s'est dit qu'on allait terminer justement par une petite interview avec quelques questions. Bad guys, forcément. C'est des criminels, c'est des braqueurs. Des petites questions. Je t'en fais 3-4, mais pour savoir un peu le côté sombre. Voilà, en toi, Pierre. Première petite question, est-ce que Pierre Ninet a déjà volé un truc? Je suis pas très voleur, moi. Ouais. Je suis pas très voleur. Je suis même l'inverse du voleur, c'est-à-dire je suis le gars qui n'a rien volé et qui sort du magasin en gros sestré de sonner. Tu sais, tu connais ce feeling là, comme à l'aéroport quand tu fais genre j'ai rien, genre alors que gars, oui, t'as rien, calme-toi en fait. Tout va bien. Parce que t'as rien. Donc je suis plutôt l'inverse du voleur, mais je suis le gars, sur un tournage, ça a déjà pris. Non, je demande, genre ouais. Attends, mais je réfléchis. Ah, poli, mais t'as le droit. Je sais que j'ai volé un petit truc récemment. J'ai volé un petit truc récemment et je me suis dit, putain, je l'ai volé. Je me suis fait cette remarque. Petite folie, quoi. Alors, on se fait un peu un bad guy. Mais je sais même plus ce que c'est, donc c'est vraiment que ça devait être dérisoire. Non, mais t'inquiète. Si tu dois monter une équipe justement pour faire un braquage, parmi tes potes acteurs, etc., t'appelles qui? Là, on veut de la line-up. Alors, pour vraiment vélocité,
Force de frappe, homme de main, j'appelle François Civil parce qu'il fait de l'escalade toute la journée depuis 4 ans, le gars est affûté. Stokos. Ensuite, en stratège et pilote, je prends Igor Gottesman qui est vraiment, il est prêt pour un braco. Ça fait des années qu'il est prêt, quoi. Les véhicules, c'est son truc. Enfin, c'est baby driver, c'est un big baby driver. C'est un de tes meilleurs potes, non, Igor? Ouais, c'est un J'ai l'impression que vous très faites bon pote, plein de trucs. ouais, un de mes meilleurs potes, clairement. Et puis Jonathan Cohen pour embrouiller le vigile. Pour que ça parte en couille un moment. Ouais, et puis baratiner des gars et leur Gagner prendre du la temps. teuté. Gagner du temps. Gagner du temps et en faire perdre beaucoup aux vigiles. Le moment le plus thug de ta carrière, voilà. Le plus thug. On a compris avec cette petite anecdote sur le tournage que t'étais un peu un fou, quoi. Ouais, je suis un vrai dingo, je suis un vrai déglingo. Non, le plus thug de ma carrière. Non, il y a pas longtemps, on m'a renvoyé, des gens commentaient et me renvoyaient l'interview que j'avais fait. Je ne sais pas vraiment thug, mais l'interview combinée que j'avais fait où je racontais effectivement que j'avais dû payer pendant peut-être 2-3 jours. Il avait été question que je rembourse 25 000 € à la Comédie Française parce que j'avais pris une cuite, je m'étais pas réveillé. Ok. Et vraiment une énorme cuite de l'espace. Et par hasard, je me suis réveillé à 14h et j'ai vu que j'avais 37 appels manqués de la Comédie Française. Mauvais J'ai dit, ouf, pourquoi ils m'appelleraient autant? Je joue, ils m'attendent depuis déjà un quart d'heure. Je suis chez moi avec les yeux éclatés. Et finalement, j'ai réussi à arriver avec peut-être une demi-heure de retard, mais une demi-heure avec 900 personnes qui t'attendent dans la salle. Ah ouais. Place Comédie Française place en plus, Richelieu ouais, et tout, c'est- t'es là, waouh, surtout que ça faisait vraiment 1 an que j'étais dans la troupe, tu vois. Je suis arrivé tellement penaud Désolé. et du coup je sais pas si c'est thug mais je me suis dit et les gens m'ont dit tu vas devoir payer la recette hein, parce que c'est un vrai truc à la Comédie Française payer la C'est recette. une règle, ouais. 25 000 Ouais. balles, tu payes 25 000 balles. Si t'es en retard, si t'es pas là, t'empêches la pièce de jouer, quoi. Non, en fait, si, au bout d'un moment trop en retard, tu payes la recette et si t'es pas venu parce que t'as oublié ou quoi, tu payes la recette aussi normalement. Ok, ouais, tu payes la recette. Tu payes la recette, Faut quoi payer, qu'il se passe. C'est une sanction, on peut le dire. Mais t'as on est dans- pu ouais. jouer quand même un peu correct. Donc je suis Pas quelqu'un arrivé, qui dit merde à l'autre. j'ai sauté, c'est moi qui ouvrais la pièce évidemment, j'ai joué. Après les pièces, les films, tous les acteurs vous diront pareil, quand il faut jouer, tu joues, tu peux oublier, il y a des gens ils se cassent la jambe en scène et ils jouent et après on leur dit mais t'as la jambe en 1000 morceaux, en fait comment t'as joué? Et en fait il y a une espèce d'instinct quoi, quand t'es sur L'adrénaline, scène, quoi. ouais, l'adrénaline complètement, tu joues. Ça te manque pas d'ailleurs le théâtre, justement, de revenir avec une pièce ou autre? Ouais, j'ai très envie. Ok. Ça me manque, il y a Beaucoup de des projets, quoi. Ça a Il y a l'air des d'être, projets, ça a l'air ouais, d'être chargé, quoi. Il y a des projets. Et petite dernière, la personne qui te paraît le moins digne de confiance autour du plateau, Autour de cette table parmi cette belle équipe que nous sommes. C'est dur. Le jugement. C'est dur dur. comme, Vu que tu avais baissé mon siège et monté le tien, je vais quand même dire toi. On a vu le côté vicieux. Je vais dire toi a priori. Belle. Ça peut se comprendre. Ah, dans le chat, ça dit Zach, tu vois. C'est, Attends, mais c'est l'image que je dégage. Non, du tout, Zach. Ouais, c'est génial. Moi, je suis pas d'accord, non. Non. T'as l'air très gentil. Merci La beaucoup. première fois que je te vois, Ça vraiment fait pour très moi, plaisir. c'est. J'ai C'est vraiment moi. J'ai mis la Ouais, chemise un pour très toi, mauvais j'ai mis film la de chemise. Truc chelou Ouais. quand même. Pierre, j'ai mis la chemise pour toi, c'est pour. Allez, Petit hommage. moi aussi, vous avez mis, j'ai mis une chemise. Il en met chaque mardi, voilà. Ah, Voilà ce qui se petite passe. déception. Je te le dis direct, Ah, ok. petit détail, Yves Saint Laurent. C'était Allez. seul film que j'ai eu. Merde, mais tu gagnes tout. Oh, mais oui. Ah, bon, Il y a 2 Saint-Laurent, c'est très fort. Oh là là. C'était ça ou la Bravo. robe à paillettes? J'ai pas l'air, hein. moi, Qu'est-ce que t'as fait, toi Rien. Ok, bon, je retiens. Ouais, ouais. Je suis là. Il a vu les films. Voilà, Ok, c'est pas mal. Il a apprécié le travail quand même.